Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Institut des Actuaires. Je suis Yapi Kouassi, actuaire diplômé de l'URIA. Au cours de ce webinaire, je vous présenterai mon mémoire réalisé au sein de l'équipe de tarification de Cardiff IRB sous la supervision de mon tuteur Nicolas Zang, que je remercie. Le mémoire s'intitule Exploitation d'images de cartes dans la modélisation de la sinistralité en assurance habitation. Il sera question de proposer un algorithme intuitif capable d'extraire des données à partir d'images de cartes. Ces données peuvent servir, entre autres, de variables géographiques externes pour la modélisation de sinistres. Cette présentation durera une trentaine de minutes environ. Vous pourrez poser vos questions dans le chat à la fin de celle-ci et j'y répondrai. Je tiens également à préciser qu'il ne s'agit pas exactement des slides que j'ai présentés lors de la séance de mon mémoire. J'ai ajouté quelques slides pour clarifier certains concepts. Alors, le principe de l'assurance, c'est de fournir une compensation financière en contrepartie d'un risque. Les assureurs, pour être rentables, doivent donc évaluer avec précision chaque risque qu'ils assurent. Cette évaluation des risques se base sur des modèles statistiques qui sont dépendants d'une grande quantité de données. Parmi ces données, on retrouve les données géographiques qui sont particulièrement importantes en assurance habitation, puisque le risque lié à un logement est fortement corrélé avec l'emplacement du logement. Cependant, ces données géographiques sont pour la plupart disponibles sous forme non structurée, sous forme d'images de cartes, difficilement exploitables par les modèles standards statistiques d'évaluation des risques. L'idée de ce mémoire est donc de proposer un algorithme, un outil algorithmique capable de rendre exploitables ces données géographiques-là afin de les incorporer au modèle statistique d'évaluation des risques. Cette présentation se compose de deux principales parties. La première détaillera la méthodologie de conception de l'outil algorithmique et la seconde sera un cas pratique destiné à mettre en exergue l'utilité de l'outil dans un contexte actuariel. Aussi, un résumé des grandes idées à retenir sera présenté en conclusion de cette présentation. Passons à présent à la première partie. Pour rappel, l'objectif du mémoire est de développer un outil algorithmique capable d'extraire des données géographiques à partir d'images de cartes. Ce qu'on veut, c'est en entrée avoir une image de carte et en sortie une base de données des informations présentes sur la carte. Pour l'exemple de la figure 1, on a en entrée une image de carte de la densité de population en France avec le nombre d'habitants au kilomètre carré qui est représenté par un degré d'intensité de la couleur rouge. Et ce qu'on voudrait en sortir avec l'outil algorithmique, c'est une base de données qui, à chaque code postal de notre base, associe la densité de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, tel que mentionné par la carte. Et donc, la première étape de nos travaux, ou plutôt l'étape zéro, a été de consulter le service juridique afin de valider la légalité de l'outil, mais surtout pour définir son cadre d'utilisation. De façon intuitive, lorsqu'on pense à extraire les données géographiques d'une image de carte pour en faire une base de données, on se dit d'abord qu'il faut identifier les pixels correspondant à tous nos codes postaux sur l'image. Et une fois les positions de ces pixels-là identifiées, il faut extraire la couleur de tous ces pixels et comparer ces couleurs extraites avec celles de la légende afin d'établir une correspondance entre les couleurs des pixels, donc la légende et les codes postaux de notre base de données. Les premiers tests qui ont été réalisés suivant cette optique ont permis d'effectuer trois principaux constats. Le premier est la différence entre les couleurs de la légende et celles sur la carte. Il faut savoir que les couleurs sont étudiées dans notre cas avec le système RGB. RGB fait référence aux couleurs rouge, vert et bleu. Ce système permet de donner une valeur numérique aux différentes couleurs. Si nous prenons deux pixels de la catégorie sol d'altération plus différenciée ici, a priori, ces deux pixels devraient avoir la même couleur verte. Mais si nous nous intéressons aux
coordonnées RGB des deux pixels, nous verrons qu'il y a une différence au niveau des valeurs RGB des deux pixels. Le deuxième constat est la présence d'obstacles à la récupération des couleurs des pixels. Sur la majorité des cartes, on retrouve des éléments qui peuvent obstruer la récupération des couleurs des pixels. Ce sont par exemple des noms de villes, des frontières de régions, comme c'est le cas sur la figure 2, ou encore des ombres autour de la France. Le troisième constat est un besoin d'uniformisation des positions des codes postaux sur les cartes. Le travail prendrait beaucoup plus de temps s'il fallait pour chaque carte déterminer la position de tous les codes postaux de la carte avant d'en extraire les couleurs et ainsi de suite. Ici, les images sont stockées comme des matrices. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que si le pixel représentant le code postal de Paris se trouve à la ligne 50 et à la colonne 100 de la matrice que représente l'image, il faudrait que ce pixel qui représente Paris soit exactement à la ligne 50 et à la colonne 100, quelle que soit la carte que nous étudions. Ces principaux constats permettent de définir les principales étapes de fonctionnement de notre outil, à savoir le choix de la carte, le pré-traitement de l'image, le redimensionnement et la constitution de la base de données finale. Le pré-traitement de l'image est une étape qui sert à réduire le bruit et à séparer les couleurs. Le bruit fait référence dans ce cas à tous les éléments pouvant altérer les couleurs de l'image ou rendre difficile la récupération des couleurs de certains pixels. Séparer les couleurs revient aussi à définir pour un pixel si sa couleur est une de celles de la légende, ce qui veut dire que le pixel représente un élément à l'intérieur des frontières de la France ou pas. C'est-à-dire que le pixel il est dit hors légende, il représente un élément en dehors de la France. Ça peut être un pixel qui représente la mer ou les pays frontaliers. L'étape suivante est l'étape du redimensionnement. Le redimensionnement sert à uniformiser les positions des codes postaux sur toutes les cartes utilisées. Et j'ai mentionné précédemment que on voudrait pour un pixel qui soit exactement à la même ligne et à la même colonne, quelle que soit la carte étudiée. Pour ce faire, on utilise une carte de référence. Sur cette carte de référence, on identifie en une seule fois les positions de tous nos codes postaux. Et cette information est stockée dans une base dite de référence. Lorsqu'on voudra extraire les données géographiques d'une autre carte, il suffira de la modifier pour qu'elle soit conforme à la carte de référence, pour qu'elle se superpose parfaitement à la carte de référence. Ainsi, on aura la certitude qu'un pixel euh, sur la carte de référence se trouve exactement à la même position sur la carte que l'on étudie. La dernière étape est la constitution de la base de données finale. Une fois que la carte étudiée est redimensionnée et que la base de données de référence a été euh, formée, il suffit de récupérer les couleurs des pixels qui représentent nos codes postaux grâce à la base de données de référence sur la carte que l'on étudie. Et une fois ces couleurs récupérées, on peut établir la correspondance avec les couleurs de la légende pour attribuer aux codes postaux la légende correspondante. L'étape de pré-traitement des images se fait grâce à ce qu'on appelle un clustering colorimétrique. Le clustering colorimétrique permet de former des groupes qu'on appelle clusters de pixels basés sur leur couleur. Les deux outils statistiques sont utilisés pour le clustering colorimétrique, à savoir les K-means et l'ACP. La méthode K-means permet de regrouper directement les pixels en K groupes de couleurs. Les figures 4 et 5 montrent respectivement une carte, une image de carte et les centroïdes obtenus par la méthode de K-means. Les centroïdes représentent ici les couleurs dominantes de chaque cluster, de chaque groupe de pixels. On attribue ensuite à chaque pixel la couleur du centroïde du groupe auquel il a été affecté. Ainsi, on uniformise les couleurs au sein des différents groupes de pixels. Par la suite, on uniformise aussi le hors legends. Ce qui veut dire dans un premier temps, on identifie les groupes qui représentent des couleurs du hors légende. C'est-à-dire ici, pour la figure 5 les clusters 2 et les clusters 5 qui représentent respectivement les pays frontaliers de la France et la mer. Et on attribue aux pixels de ces deux groupes de couleurs
une couleur unique, une couleur neutre. Cette couleur unique permettra de faciliter l'étape de redimensionnement qui viendra par la suite. La figure 6 ici présente permet d'observer le résultat du pré-traitement de la carte de la figure 4 avec la méthode des Cummins. Le second outil statistique utilisé est l'ACP. De base, l'ACP permet de réduire la dimension d'une base de données à l'aide de projections. Dans notre contexte, on peut considérer une image de carte comme une base de données de pixels dont les individus sont tous les pixels de la carte et les variables sont les coordonnées RGB de chaque pixel, la composante rouge, la composante verte et la composante bleue. L'ACP permet donc de représenter dans un plan les pixels, tous les pixels de l'image à partir de leur couleur. On comprend donc que les pixels de couleurs similaires devraient donc se regrouper aux mêmes endroits. La figure 8 ici présente cette projection de tous les pixels pour l'image présentée dans la figure 7. Des marqueurs rouges représentant les couleurs de la légende sont ensuite placés sur la représentation dans le plan de l'ACP. Ces marqueurs servent à former des clusters de pixels grâce à des cercles dont ils sont les centres. Cependant, lorsque deux groupes de couleurs sont difficilement dissociables par des cercles, euh, un grand cercle bleu est tracé pour regrouper les deux clusters. Ensuite, chaque pixel de ces cercles bleus sera associé au cluster ayant la couleur la plus proche de la sienne. Par ailleurs, les pixels n'appartenant à aucun cluster sont considérés comme étant du bruit et recevront donc une couleur neutre. De même qu'avec la méthode Cummins, on uniformise les couleurs au sein des différents clusters de pixels et aussi on uniformise le hors legend avec une couleur neutre. Ici, en l'occurrence, c'est la couleur grise. L'étape d'après est l'étape du redimensionnement. Pour rappel, l'objectif du redimensionnement est d'uniformiser les positions de tous nos codes postaux, quelles que soient les cartes étudiées. Et pour cela, on sait d'une carte et d'une base de référence. La carte de référence permettra d'identifier les positions de tous les codes postaux. On identifiera les positions de tous les codes postaux de notre base sur cette carte de référence-là. Et cette information sera stockée dans la base de données dite de référence. On parle donc d'une base de données des codes postaux et de leurs coordonnées GPS, c'est-à-dire les latitudes et les longitudes de tous les codes postaux. Et ce qu'on veut obtenir à la fin dans la base de données de référence, ce sont les coordonnées en pixels de tous les codes postaux, c'est-à-dire les lignes et les colonnes de chaque code postal sur la matrice que représente l'image de la carte de référence. Pour effectuer donc la correspondance entre les coordonnées GPS et les coordonnées en pixels, on utilise une régression linéaire, mais une régression linéaire suivant deux approches. La première approche permet d'écrire les coordonnées en pixels directement en fonction des latitudes et des longitudes. Et la deuxième approche permet d'exprimer les coordonnées en pixels à partir des coordonnées Lambert 93. On introduit une étape supplémentaire qui est la conversion des coordonnées GPS en coordonnées Lambert 93 avant de passer aux coordonnées en pixels. En fait, comme vous le savez, la Terre n'est pas plane, la Terre est sphérique. Et donc, pour la représenter dans le plan, il faut des systèmes de projection. Et le système de projection du Lambert 93 est le système de projection officiel pour les représentations de la France dans un plan, ce qui justifie son utilisation pour notre régression linéaire. Une fois la base de référence finalisée, il ne reste plus qu'à appliquer les transformations géométriques à la carte étudiée pour qu'elle soit conforme à la carte de référence. On crée alors un masque de la carte de référence, ici en noir, et à l'aide d'algorithmes d'optimisation, on obtient, si ces algorithmes convergent, une superposition parfaite entre le masque de la carte de référence et la carte que l'on souhaite étudier. Sur la figure 11, vous pouvez observer le temps t égale à 0, le temps de superposition initiale entre le masque de la carte de référence et une carte que l'on souhaite étudier. La figure 12 permet d'observer à gauche une superposition parfaite dans le cas où l'optimisation a bien convergé
et à droite, une superposition ratée où l'optimisation n'a pas donné de bons résultats. Une fois le redimensionnement effectué, les trous laissés au sein des images par l'étape de pré-traitement sont remplis grâce à l'algorithme des cas plus proches voisins, dit KNN. On attribue à un pixel neutre la couleur de ses plus proches voisins. Ainsi, on remplit les trous laissés au sein de l'image par l'étape de pré-traitement. On attribue à chaque pixel vide de couleur neutre la couleur des pixels autour de lui. Une fois la carte étudiée et redimensionnée et les trous remplis par la grille des cas plus proches voisins, on extrait les couleurs de tous les pixels de la carte représentant nos codes postaux grâce aux informations recueillies dans la base de données de référence. Ensuite, une correspondance est effectuée entre les couleurs extraites et celles de la légende par minimisation de la distance euclidienne entre les coordonnées des RGB des couleurs pour, et celle de la légende. Ceci étant pour attribuer une légende à chaque code postal. L'outil ainsi conçu montre des performances intéressantes avec un taux de classification correct allant jusqu'à 90%. Cependant, il reste limité par une certaine sensibilité à la complexité des cartes utilisées et une absence d'évaluation numérique à proprement dit. En effet, lorsqu'on ne dispose pas de la base de données d'origine qui a permis de concevoir la carte, on ne peut que la reconstituer pour effectuer une comparaison visuelle. Par exemple, la carte d'origine ici est la carte de gauche. L'outil algorithmique a été utilisé sur cette carte pour extraire les informations et constituer une base de données. Puis, la base de données a servi à constituer une nouvelle carte, à créer une nouvelle carte qui permettra une comparaison visuelle entre la carte d'origine et les données extraites grâce à l'outil algorithmique. Enfin, des techniques avancées de détection de la fonte sur l'image ou des filtres pour réduire le bruit de l'image pourraient être testées pour tenter d'améliorer les performances de l'outil. Passons à présent à la deuxième partie de notre présentation sur le cas pratique, euh, le zonier simplifié pour le risque de sécheresse. Alors, il faut savoir que CARIFIAT souhaite construire un modèle de risque qui, à chaque contrat, fournira une estimation de la prime pure technique et de la rentabilité technique. Ce modèle se ventile en plusieurs sous-modèles pour les différentes garanties. Parmi ces garanties, on retrouve la garantie CatNat pour les catastrophes naturelles, qui est assez spéciale et qui se compose de plusieurs phénomènes qui nécessitent des modélisations différentes. Le présent cas pratique concernera l'un de ces phénomènes, à savoir la sécheresse. L'objectif est donc de concevoir un premier modèle de risque uniquement pour la sécheresse et seulement sur la base de variables géographiques externes. En d'autres termes, ce modèle fournira une estimation de la prime plus technique et de la rentabilité technique uniquement à partir du code postal, d'où le terme de zonier simplifié. Mais pour pouvoir concevoir ce modèle de risque pour la sécheresse, il est important de comprendre ce qu'est le phénomène de sécheresse en assurance habitation. Le phénomène de sécheresse en assurance habitation est lié au mouvement de terrain causé par l'alternance de périodes de dessèchement et de réhydratation des sols argileux. Ce processus est connu sous le terme de retrait-gonflement des argiles ou principe de subsidence. Durant les périodes de dessèchement, les sols argileux se contractent, se rétractent, et à l'inverse, en période de pluie, ces sols argileux se gonflent. Ces cycles de retrait et de gonflement exercent des pressions variables sur les fondations des maisons, créant des mouvements qui peuvent causer des dommages aux bâtiments. Voilà ce qu'est le phénomène de sécheresse en assurance habitation. Intéressons-nous à présent aux variables géographiques externes qui seront utilisées pour la conception de ce modèle-là. Bien que plusieurs autres cartes aient été testées, 5 cartes seront utilisées pour ce cas pratique. La première carte, nommée carte RGA, est une carte du risque de retrait gonflement des argiles en France.
La seconde, nommée carte chaleur, est une carte du risque de forte chaleur en France. La carte suivante est la carte IRAD, qui est une carte du risque d'irradiation solaire en France. Les deux dernières cartes sont respectivement une carte des températures moyennes annuelles en France et une carte du cumul annuel de précipitations, nommée carte tombe et carte pluie. Pour estimer la prime Q, il faut en premier lieu modéliser la fréquence et le coût moyen des sinistres. Dans notre cas pratique, seule la fréquence des sinistres sera modélisée. On utilisera un coût moyen unique, un coût moyen global des sinistres. L'utilisation d'un coût moyen global se justifie par le fait que les variables géographiques externes de cette étude ne sont pas vraiment adaptées à la modélisation du coût moyen. En effet, le coût d'un sinistre sécheresse dépend principalement des caractéristiques propres au logement endommagé, soit l'âge du bâtiment ou les matériaux de construction. Et pour modéliser la fréquence des sinistres, on a besoin d'une base dite de risque. La base de risque naît de la jointure entre une base dite de contrat et une base de sinistre, auquel on rajoute les variables géographiques externes mentionnées précédemment. La base de contrat recense toutes les informations relatives aux différents contrats souscrits et la base de sinistre recense tous les sinistres survenus depuis 2018. Des simplifications sont ensuite réalisées sur la base de risque. La première est que la base de risque est restreinte aux contrats concernant les propriétaires de maisons, car ce sont les principales cibles du phénomène de sécheresse en assurance habitation, les principales victimes. Et la deuxième simplification est que la période analysée est restreinte aux années 2020, 2021 et 2022. Les années 2018 et 2019 étant les premières années d'exercice de Cardiff IAT sont supprimées. Et l'année 2023 est également effacée parce que à l'heure de la rédaction de ce mémoire, à l'heure de l'étude, on n'avait pas la certitude que tous les sinistres ou sécheresses de l'année 2023 aient été recensés au sein de la base. Un premier modèle est donc conçu en utilisant que la carte RGA, la carte du risque de retrait gonflement des argiles. Euh, Ce modèle attribue à chaque un code postal, la fréquence moyenne de la légende ou de la modalité correspondante. Ici, nous pouvons remarquer que la fréquence des sinistres croît avec le risque de retrait gonflement des argiles, tel que mentionné par la carte RGA. De plus, la figure 20 à droite, comparant la prime pure sécheresse en bleu et la prime moyenne 4 nat en rouge, en fonction des différentes modalités de la carte RGA, illustre le fait que dans le cadre du régime 4 nat et des catastrophes naturelles, les primes ne tiennent en réalité pas compte des différences de risque entre les zones géographiques. En effet, la prime pure sécheresse varie considérablement en fonction des différentes modalités contrairement à la prime moyenne 4 nat qui est relativement constante. Un deuxième modèle plus complet est implémenté. Ici, les 5 cartes sont utilisées à travers un GLM dit Poisson pour modéliser la fréquence des sinistres. Ensuite, les corrélations, la fréquence des sinistres par modalité de chaque carte et les résultats du GLM Poisson sont analysés. On observe que les modalités des cartes RGA et TIRAD sont très significatives, à l'inverse de celles des cartes sur la chaleur et la carte pluie. On décide donc de conserver dans le modèle la carte RGA et la carte IRAD et de retirer les cartes chaleur et la carte pluie. Quant à la carte des températures moyennes, on observe que ces modalités sont significatives mais restent instables. On décide alors de scinder le modèle en deux, l'un avec la carte de température moyenne et l'autre sans cette carte-là. On désigne par modèle RI le modèle sans la carte de température moyenne, c'est-à-dire le modèle n'utilisant que la carte sur le retrait gonflement d'argile et la carte d'irradiation solaire. On désigne également par modèle RIT le modèle y rajoutant la carte des températures moyennes.
Des indicateurs numériques sont ensuite utilisés pour comparer la précision de ces deux modèles, entre autres l'erreur quadratique moyenne dite RMSE. Ces indicateurs numériques sont ensuite analysés afin de nous permettre de conclure nous permettent de conclure sur une légère supériorité du modèle hérité en termes de précision de prédiction. Après avoir analysé la précision de prédiction des deux modèles, analysons les zones constituées par ces deux modèles-là. La figure 21 nous présente le zonier simplifié pour le modèle RI avec les zones de A à E en partant de la zone la moins risquée à la zone la plus risquée. Le zonier RIT est présenté par la figure 22. Rappelons que le zonier RI prend en compte que les cartes sur le retrait gonflement des argiles et la carte d'irradiation solaire. Cela explique pourquoi les zones les plus à risque D et E se concentrent principalement dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France, où l'exposition au risque de retrait gonflement des argiles est la plus forte. La carte de retrait gonflement des argiles montre un risque élevé dans ces régions et on comprend qu'elle influence fortement le zonier RI, le modèle RI. Le zonier RIT, quant à lui, il rajoute la carte de température moyenne. Et donc, le sud-est de la France, qui était principalement en zone D et E dans le modèle RI, est désormais beaucoup moins marqué dans le modèle RIT. Les zones qui étaient déjà classées comme à haut risque dans le modèle RI n'ont pas vu n'ont pas vu leur classification renforcée par l'ajout de cette carte de température moyenne, contrairement à d'autres zones dans le nord de la France, ce qui a conduit à une redistribution du risque entre les différentes zones. Toujours dans l'optique de comparer les modèles, le pouvoir discriminant ou segmentant de chacun des modèles est mesuré, et cela par l'indice de Gini. On, on déduit que l'indice de Gini du modèle RIT est de 0,327, celui du modèle RI de 0,319 et celui du modèle avec une seule carte, la carte du retrait gonflement des argiles, de 0,275. On conclut que le modèle RIT, en plus d'offrir la modélisation la plus précise du risque de sécheresse, offre en plus la meilleure des segmentations mesurées par l'indice de Gini, ce qui en fait donc le modèle le plus performant de notre étude et celui qui est conservé pour les travaux ultérieurs. Conclusion. Pour rappel, l'objectif du mémoire était de concevoir un outil algorithmique capable d'extraire les données géographiques à partir d'images de cartes afin de les incorporer au modèle statistique d'évaluation des risques. Cet outil a été conçu et fonctionne suivant quatre étapes, que sont le choix de la carte, le pré-traitement, le redimensionnement et la constitution de la base de données finale. Et malgré que l'outil présente quelques limites, notamment en termes d'évaluation ou de sensibilité par rapport aux différentes cartes, celui-ci montre déjà des perspectives intéressantes pour contribuer à la modélisation de divers risques naturels. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens prêt à répondre à vos différentes questions. Vous pouvez les écrire dans le chat, je les lirai pour pouvoir y répondre. Merci. Question. Dans le clustering colorimétrique par ACP, lorsque les cercles de couleur bleue sont utilisés, on associe un pixel à un cluster sur la base de la proximité de leur couleur. Pourquoi ne pas le faire avec tous les pixels sans avoir à tracer du cercle? En fait, pour ça, c'est une question de temps. Les images utilisées comportent un grand nombre de pixels. Par exemple, l'image de la carte de référence comporte près de 750 000 pixels. Et s'il fallait pour chacun de ces pixels-là calculer la distance euclidienne avec toutes les couleurs de la légende, le travail prendrait beaucoup plus de temps. Les SEC permettent de réduire, de restreindre ce calcul de distance-là uniquement aux pixels n'appartiennent qui appartiennent à des SEC, à des, aux pixels, je reformule,
Ce calcul de l'utilisation des cercles permet de restreindre le calcul des distances uniquement aux pixels qui n'appartiennent à des à des clusters indissociables par l'utilisation des cycles. Voilà. Quel exemple de contrainte doit respecter l'outil d'après le cadre d'utilisation fixé par le service juridique? Euh, L'outil doit respecter effectivement plusieurs contraintes, mais pour donner quelques exemples, je dirais que il faut s'assurer de respecter les conditions d'utilisation des différents sites d'où proviennent les cartes. Il faut vérifier que les sites ne mentionnent pas d'interdiction d'utilisation ou d'exploitation de ces cartes-là. Et aussi, je dirais qu'il faut s'assurer de ne pas altérer les données présentées, les données récupérées. Il ne faut pas modifier les données géographiques qu'on aura récupérées à partir des différentes cartes. Je vois plusieurs questions en rapport avec la source des cartes. Bon, j'ai pas les liens ou les noms des sites exactement en tête, mais si vous voulez, vous pouvez consulter le mémoire qui est présent sur le site de l'Institut des actuaires où je mets les sources de toutes les cartes utilisées. Voilà. Pouvez-vous réexpliquer comment vous avez obtenu le taux de classification de 89%? En fait, pour obtenir le taux de classification, on part d'abord d'une base de données connue et à partir de cette base de données, on crée une nouvelle carte. Et lorsque cette carte est créée, on utilise l'outil algorithmique pour extraire les données géographiques à partir de cette carte-là. Et donc, l'outil algorithmique permet d'avoir une deuxième base de données. Le taux de classification devient donc juste un taux de correspondance entre la base de données d'origine et la nouvelle base de données fournie par notre outil. Voilà. Euh, Qu'entendez-vous par modalité instable de la carte des températures moyennes? Euh, pour le premier modèle, le modèle avec une seule carte, la carte de retard et gonflement des argiles, on voyait que la fréquence était croissante pour les différentes modalités. La fréquence du risque faible, la modalité risque faible était inférieure à celle de la modalité risque moyen, qui était elle-même inférieure à celle du risque fort. Alors que pour la carte des températures moyennes, on n'a pas cette stricte croissance. La fréquence moyenne de la modalité risque fort peut être inférieure à celle de la modalité risque moyen. C'est pour cela que j'ai dit que les modalités de cette carte-là étaient instables. Euh, Pourquoi dites-vous qu'il y a absence d'indicateur numérique de performance alors que vous mentionnez un taux de 89%? En fait, comme je l'ai mentionné, le taux de 89%, le taux de classification de 89%, pour le mesurer, on a besoin d'une base de données d'origine. Et dans le contexte d'utilisation le plus courant de notre outil, on ne disposera pas forcément de la base d'origine qui a permis de créer toutes les cartes qui seront utilisées. Voilà. Les cartes qui seront récupérées sur Internet ne sont pas forcément remaniées de leur base de données d'origine. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas comparer la base fournie par notre outil avec la base de données d'origine, voilà, pour établir un taux de classification. C'est pour cela qu'est proposé dans la présentation une comparaison visuelle entre la nouvelle carte construite à partir des données fournies par l'outil algorithmique. Euh, Concernant la correspondance des codes postaux avec les pixels, avez-vous eu des cas où un pixel contenait plusieurs codes postaux? Avez-vous fait un choix d'affection unique pour créer votre base de données? En fait, pour répondre à cette question, je dirais que non, il n'y a pas eu de cas où un pixel contenait plusieurs codes postaux. En fait, bon, j'ai pas remarqué ce cas-là, mais si ce cas devait arriver euh, à une certaine ligne de la base, en fait, les deux codes postaux seraient associés au même pixel. Voilà, les deux codes postaux recevraient la même couleur, puisque à l'intérieur du même pixel, et donc la même légende correspondante. Et pour répondre au deuxième volet de la question, le pixel, c'est l'unité, disons, la plus petite que l'on peut étudier sur une image. Et donc, puisque les codes postaux sont associés à une latitude et à une longitude, c'est en gros la latitude et la longitude du centre du code postal de la commune représentée par ce code postal. Et donc, si on veut voir le pixel qui le représente, c'est aussi le pixel qui est
disons, le centre, le barycentre de la zone représentée par le code postal. Ok, bon, je ne vois plus de questions. Donc, merci à tous pour votre participation et bon après-midi à tous. Merci.